Abdelmajid Tebboune, salutations patriotiques, nos salutations patriotiques. Euh, vous, l'état-major de l'armée et Macron Emmanuel avaient mis l'Algérie sur un toboggan à très forte convexité pour éviter la catapulte et l'explosion de notre patrie. Nous ferons des efforts pour la maintenir à ce minimum global dans lequel elle se trouve, et nous ferons encore des efforts plus consistants, plus solides à l'avenir pour la faire sortir carrément de cette convexité et de ce minimum global. À cette fin, nous continuons à supplier nos compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques, de résister dans la dignité et d'exprimer leur solidarité aux soldats de l'armée nationale populaire. Les épreuves que subissent nos compatriotes résidant en Algérie et nos compatriotes résidant à l'étranger, avec le dernier phénomène de cette inflation extraordinairement dangereuse, nous permet d'espérer la continuation sur cette voie de paix, de résistance et de solidarité. Nos mots. Nous sommes le 8 mai 2023 et il est 20h en Ontario, au Canada. En Algérie, à cause du décalage horaire, doit être le 9 mai 2023, 1h30, 2h du matin probablement. Nous avons préféré attendre 20h pour suivre toutes les informations qui concernent cette date en Algérie, au lieu de la célébration d'une tragédie qui a marqué l'histoire universelle et qui a participé à la solidification d'une conscience patriotique. Et il s'agit du génocide du 8 mai 1945 exécuté à Khrata, Stif et Guelma par les forces nazies du pays de Macron Emmanuel. C'est à peine s'il a été rappelé par vous-même et l'état-major de l'armée. Ce génocide qui méritait un mémorial de 999 mètres de hauteur dans la capitale même de notre pays est passé sous silence dans l'information électronique, et voici la preuve. Algérie, YouTube de ce jour. Voici ce qui a été balancé. Ce jour, سيتيف حي الهضاب سطيف الجزائرية يوم 8 ماي 2023. Voici. Khrata. Aucun autre résultat trouvé. Guelma. Aucun autre résultat trouvé. Alors que
sur ChatGPT. Suffit de poser la question. Algérie, May 8, 1945. Voici ce que génère automatiquement OpenAI, l'intelligence artificielle. Demandons-lui de regenerate response, de régénérer une autre. Rapidement. May 8, 1945 was an important date in the history of Algeria as it marks the beginning of the Sétif and Galma massacre, also known as the Sétif Uprising. The events occurred in the aftermath of World War II when Algeria was still under French colonial rule. The violence lasted for several weeks, with estimates of the number of Algerian casualties ranging from 6,000 to 45,000. The French government imposed martial law and engaged in widespread repression, including summary executions, mass arrests, and torture. Pour le même jour, Macron-Emmanuel, pour le 8 mai, commémoration du 8 mai, les images de Macron sur les Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées sous l'Arc de Triomphe. L'échange tendu. Emmanuel Macron confronté à la colère, alors qu'il commémore les héros de la résistance. L'hommage d'Emmanuel Macron à Jean Moulin. Emmanuel Macron commémore le 8 mai sur les Champs-Élysées quasi vides. No comment. Emmanuel Macron rend hommage à Jean Moulin, etc., etc., etc. Faudra-t-il qualifier ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé en Algérie aujourd'hui, ou du moins, ce qui aurait dû se passer en Algérie, aujourd'hui, 8 mai 45, à quelque chose. On continue, monsieur. Donc, en France, Macron Emmanuel célèbre la libération de la France par les Alliés à la sauvée de l'Allemagne. Macron Emmanuel supplie maintenant à tracter la France pour qu'elle évite de sombrer. Le 8 mai 45 a été l'armistice. OK? Contre l'Allemagne, qui a perdu. Actuellement, Emmanuel Macron supplie l'Allemagne de le tracter. Revenons en Algérie. Le plus célèbre des détenus politiques lors de ces événements, lors de ce génocide, de ce crime de guerre, était un garçon de 15 ans qui allait sur ses 16 ans. C'est Katb Yassine. Katb Yassine qui, à peine 17 ans passés, hein, même pas 18 ans, a donné une conférence à Paris, à la salle des sociétés savantes en 1947, sur le héros Emir Abdelkader. Katb Yassine qui allait sur ses 18 ans a donné une conférence sur l'une des consciences de la libération de l'Algérie, l'Emir Abdelkader. Que
peuvent faire les Algériens de son âge actuellement en 2023? En ce jour du 8 mai 2023, est-il possible de croire que Macron Emmanuel vous a ordonné, tant à vous, Abdelmajid Tebboune, et à l'état-major de l'armée, en pensant aux généraux qui se sont rendus à l'Élysée, de masquer cet acte, de masquer la célébration du génocide, du crime de guerre, du crime contre l'humanité du 8 mai 45 en Algérie? L'évitement de la célébration de la célébration, même s'il s'agit d'un génocide, c'est la célébration de la fortification d'une conscience patriotique des Algériens. Bien sûr, c'est une commémoration des assassinats de masse, des tortures de masse, des détentions de masse. Donc, Macron Emmanuel vous a-t-il ordonné d'éluder le 8 mai 45 en Algérie, comme vous avez éludé toutes les célébrations précédentes, 5 juillet, 1er novembre, et tout ça afin de préparer votre déplacement à Paris sous de meilleurs auspices? En ce début mai, vous avez fait une intervention alors que le chef d'état-major ou tous les généraux de l'état-major sont au silence. Est-ce un signe que vos entourages en communication ont oublié ce que sont une patrie, le patriotisme, l'honneur d'une révolution et la mémoire tant intemporelle qu'intergénérationnelle? Il suffit de comparer vos activités de ce jour, 8 mai 8 mai 2023, aux activités de Macron et Emmanuel en France, pour probablement donner un début de réponse. Donnons une question. À vous, Abdelmajid Tebboune. En ce 8 mai 2023, combien d'anciens maquisards de votre génération sont recensés? Quel est le montant actuel de leur pension de guerre? Combien de généraux bénéficient de cette pension? Et en faites-vous partie? Le 8 mai 45 est un génocide, crime de guerre, nous le répétons, qui a construit la conscience patriotique algérienne, qui a renforcé la conscience patriotique algérienne, qui a mis 9 ans pour déclencher une guerre de libération nationale menée par une armée de libération nationale conçue par des civils, dirigée par des civils et composée de civils. En 2023, allez-vous offrir l'armée algérienne pour protéger et servir les intérêts de la France dans les pays qui nous entourent par le sud? Pensons au Mali, au Niger, au Tchad. Allez-vous offrir l'armée algérienne pour les intérêts de la France?
Un dernier questionnement sur le 8 mai 2023 en célébration et commémoration du génocide du 8 mai 1945. Est-ce que vos conseillers sont si nuls qu'ils vous ont fait esquiver la célébration et non la commémoration du massacre du 8 mai 1945, commémoration du génocide, des meurtres de masse. Bien sûr, c'est une commémoration. Mais c'est la célébration d'une conscience patriotique. Ou êtes-vous sous une pression infernale de Macron, Emmanuel, après ce très bref passage sur les événements du 8 mai 1945 en Algérie et comment ils sont vécus le 8 mai 2023. Et avant d'aborder la connerie économique dans laquelle l'État algérien excelle, nous passerons d'abord par l'imbécilité de l'Algérie. Par ses relations internationales et diplomatie. Ensuite, en dernier, nous parlerons un petit peu de la connerie économique algérienne. Donc, avant ce 8 mai 2023, il y a le avril 1980, printemps 1980, pour la majorité de l'Algérie, suivi des événements de mai 1981. Et avant ces deux événements, il y avait un autre, celui de décembre 1975, conduit par Mohamed Haroun. Un Algérien, kabyle, de Tifrit, dans la région d'Akbou. Mohamed Haroun était un surdoué dans les sciences dites dures, mathématiques et physique. Cet événement de décembre 1975 est connu sous le vocable de poseur de bombes. Alger, Oran, Constantine. Depuis 1987 que nous avons rencontré Mohamed Haroun chez lui à Akbou, dans sa maison à Tifrit à Akbou, grâce à son frère Rachid. Nous avons hésité à rendre public ce qu'il nous a dit. Oui. C'est en 1987, été 1987. Ou 1988. Été 1987 ou 1988. Mohamed Haroun nous a reçus chez lui. Sans le citer, nous allons donner l'esprit, nous allons révéler ce qu'il nous a dit. Mohamed Haroun n'a jamais parlé de bombe. Il nous a parlé de pétard. Oui, destiné à exploser et faire du bruit, mais jamais à tuer. Jamais à tuer. Pour preuve, l'un des éléments qui confirme, c'est le cas de la bombe d'El Moudjahid, qui a pété en début de soirée, sans faire de dégâts énormes.
Aujourd'hui, nous disons, Mohamed Haroun nous a dit que c'était plus des pétards que des bombes. Au préalable, maintenant, nous avons fait des efforts pour contacter ses compagnons, ses amis, encore vivants bien sûr, pour leur poser les militants de la majorité. Personne ne pourra plus faire ce que Mohamed Haroun et ses camarades ont fait pour la majorité de l'Algérie. Bien sûr, en évitant de remonter dans le passé, hein, de remonter à Laïm Chali, à Bchar Mohamed Arab et à d'autres. Nous avons tenté de les contacter, mais malheureusement, c'est l'échec. Aujourd'hui, voici l'objectif de notre tentative pour les contacter et de leur poser les trois questions. À vous, chers compatriotes algériens qui avez travaillé pour la majorité de l'Algérie, avez-vous vu ces bombes? Bon, pas le carton, pas l'emballage, pas l'objet là. Les bombes elles-mêmes. Avez-vous vu ces bombes de vos propres yeux? Avez-vous participé dans la confection de ces bombes? Quelles étaient leurs puissances respectives? Les différentes bombes là. Celle d'El Moudjahid, celle d'Oran et celle de Constantine, Mansoura. Ce que vous pourriez nous dire lors de cette rencontre avec Mohamed Haroun? Il nous a montré les dégâts des rhumatismes sur ses pieds que nous avons vus. Ses pieds étaient complètement déformés par les rhumatismes. Il nous a parlé de la torture qu'il a subie à Lombès, Batna, et dans toutes les prisons par lesquelles il est passé. De lui à nous, toutes ces souffrances à la suite des tortures qu'il avait subies sont passées au second plan. Après la mort tragique de sa mère dans un accident de circulation en lui rendant visite. Le souvenir est flou. Est-ce que sa mère est décédée dans un accident de circulation en allant lui rendre visite ou en revenant de sa visite? Le moment a été très cruel pour lui poser des questions de détail. Mohamed Haroun nous a dit que sa privation de jeter un dernier regard sur sa mère et d'assister à son enterrement est la plus grande torture qu'il a subie. Tenant, il est impératif que l'État algérien, d'abord, la nation algérienne, lui reconnaisse, à lui, Mohamed Haroun, à ses compagnons et aux autres, les sacrifices qu'ils ont faits pour la majorité de l'Algérie. Cette reconnaissance doit s'accompagner d'un dédommagement
financier pour leur famille. La dignité, l'honneur. Cet homme racé qui était Mohamed Haroun nous empêche d'aller dans des aspects précis. Maintenant, après avoir parlé de Mohamed Haroun sous cet aspect, il y a un autre aspect dont nous tenons à parler. Physiquement, pour nous, physiquement, Mohamed Haroun était imposant. Très bonne corpulence, physiquement. Le visage de Mohamed Haroun inspirait le respect. Le visage de Mohamed Haroun, à travers ses yeux, à travers son calme, à travers certains gestes, inspirait le respect et la confiance. Ces mots, non, montraient la détermination de l'homme et sa capacité de leadership. Matoblounes dirait de révolutionnaire, de capacité de révolutionnaire. Mohamed Haroun nous a montré les démonstrations de mathématiques qu'il avait faites en Tamazight. Mohamed Haroun nous a montré les peintures qu'il avait faites et des dessins. Donc, quand nous faisons la somme du révolutionnaire, de la douance en mathématiques et physique de Mohamed Haroun, de sa détermination, nous dirons aisément qu'il est comparable à Bertrand de Russell, un autre génie en mathématiques, philosophe, qui a été aussi envoyé en prison par les militaires anglais, par l'état-major de l'armée anglaise à son époque. À la différence que Bertrand de Russell, même s'il a créé avec Jean-Paul Sartre le tribunal des peuples à Londres, n'avait pas cette capacité de conduite révolutionnaire. C'est la différence avec Mohamed Haroun. Alors, nous avons parlé des événements concernant la majorité, nous avons parlé des événements, nous avons cité les événements de printemps 80, mai 81, et nous avons fait exprès d'éviter avril 2001. Ce jour, l'histoire de l'Algérie doit être corrigée de toutes ses fioritures. Elle doit être corrigée de tous ses mensonges.
printemps 2001, avril 2001, et qui a duré presque 4 ans, a été un mouvement social, économique, révolutionnaire. Aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Les violences qui sont déclenchées à partir d'avril 2001, à la suite de l'assassinat de Garmah Massinissa, les manifestations, la violence a commencé à Ouadamezor, à Béjaïa. C'est à Ouadamezor que la violence a commencé. Les violences les plus, même s'il est probablement indécent de classer le degré de violence, la région de Béjaïa, on a connu des moments extrêmement violents, d'une violence noire. Okay? Ce mouvement social et économique révolutionnaire d'avril 2001 a été explosé lors de l'ajout de la revendication identitaire dans les revendications dites de la plateforme d'Elxeur. Des figures connues, très connues même, sont encore vivantes, peuvent confirmer ou infirmer ce que nous venons de dire sur l'ajout de la revendication identitaire 2 à 3 semaines après la plateforme originelle dite plateforme d'Elxeur. Pour cela, plusieurs personnes doivent s'exprimer. Plusieurs personnes qui ont participé à la rédaction de la première plateforme d'Elxeur et à la deuxième plateforme d'Elxeur doivent s'exprimer pour comparer les positions. Nous avons été très proches de certains leaders du mouvement dit Printemps Noir de 2001. Okay? Nous avons été présents à la marche du 14 juin 2001. Nous avons vu ce que nous avons vu là-bas durant cette manifestation. Non. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect maintenant. En 2013, nous devons corriger un oubli. Lounas Matoub maintenant. Bon, failli. Il y a tellement de notes ici. Nous avons failli oublier le démiurge, le thaumaturge, Lounas Matoub. Tout ce qu'il a donné pour la patrie Algérie, pour la mesérité de l'Algérie, pour la paix en Algérie, pour la justice en Algérie, pour les droits de l'homme en Algérie. Et dans ce qu'il avait composé pour Mohamed Haroun, un Mahboussiou. Et Mahboussino, exactement. Oh, mon détenu, mon prisonnier. Mon prisonnier. Nos informations disent que le texte Mahboussiou, le poème, est l'œuvre de Mohamed Haroun. Nous le croyons. Et l'une des personnes qui pourrait confirmer
c'est un autre proche de Lounes Matoub, c'est Sad Khakror. Donc, pour Lounes Matoub et Mohamed Haroun, nous invitons à écouter toute l'œuvre.
Maintenant que nous avons passé en revue certains événements liés à la majorité de l'Algérie, nous allons passer à un autre aspect. Abdelmajid Tebboune, vous êtes en campagne électorale pour la présidentielle anticipée qui a été décidée. Tout à fait au début, nous avons supplié nos compatriotes algériens de demeurer pacifiques, de résister et d'être solidaires avec les soldats de l'armée. Au début. Donc, nous le répétons, vous êtes en campagne électorale présidentielle anticipée. Un autre volet de la majorité maintenant. En 2013, c'est un rappel que nous faisons. En 2013, nous avions été sollicités pour signer une pétition en faveur de la langue tamazight. Nous avions répondu par un non. Notre réponse a été une négative. Voilà. Cet événement, cette réponse négative, est la conséquence d'un texte que nous avons écrit sur Lounas Mahtoub en anglais. Comme un dicton populaire anglais le dit, it's a blessing in disguise. Ce texte en anglais que nous avons écrit sur Lounas Mahtoub a donné naissance à une merveilleuse histoire d'amour. Voilà. Et qui dure toujours. Notre réponse négative a été compensée par un travail sur les impacts économiques de Tamazight, et à partir de maintenant, tous les mots que nous utilisons, des mots probablement théoriques et techniques, ont un sens. Et nous éviterons d'aller dans le détail. Le détail est contenu dans notre livre, le livre de la Charte pour la patrie. Voilà. Certains autres sont contenus dans un recueil de nouvelles. Nouvelles d'une humanité déchirée avant qu'elle ne change. Ok. Donc, notre réponse négative a donné naissance à un travail acharné sur les impacts économiques de Tamazight en Algérie et en Afrique du Nord, dans le cadre des principes du développement durable et du respect des droits de l'homme. Voilà. Ce travail, dans les conclusions de ce travail que nous avions présenté en avril 2014 à l'Université de Montréal, nous avons abouti au niveau international à la création d'un marché des ressources naturelles dans le sud de l'Algérie et la création d'une nouvelle monnaie. Nous répétons, la création d'une nouvelle monnaie ancrée sur l'air et la terre. Il ne s'agit point de prétention de notre part. Nous faisons partie, probablement au maximum, d'un groupe de 10 personnes au Canada
qui ont travaillé sur les impacts économiques d'une langue et la création d'une monnaie ancrée sur l'air et la terre. En 2023, la guerre des monnaies risque d'emporter l'Algérie. Voilà. Avant de présenter. Nous avons écrit une lettre à la présidence de la République de l'époque, au président de la République de l'époque, dans un style des plus normatifs et non politiques. C'est-à-dire avec une argumentation universitaire. Une lettre dans laquelle nous avons suggéré la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazight et arabe. Voilà. Dans un travail de recherche que nous avions fait sur Hussein Eid Ahmed et son action internationale, nous avons découvert que Hussein Eid Ahmed a fait cette suggestion en 1964, c'est-à-dire la confection d'un nouvel hymne national algérien par voie de concours. Ça, c'est ultérieur à notre travail sur les impacts économiques de Tamazight. Toujours, dans un travail de recherche, nous avons découvert que selon le biographe de Chadri Benjdid, il a été question de transformer la chanson Min Ajlika Ya Watani en hymne national. D'accord? Nous avons demandé à la défunte Dihya Louise, qui maîtrisait les trois langues, le français, l'arabe et tamazight, de créer un hymne national en arabe et en tamazight. Malheureusement, le concert du saint a eu raison de sa vie. Pour sa mémoire, nous avons suggéré la définition d'une journée qui portera son nom de Dihya Louise ou Louise Aouzlek pour la détection et la prévention des cancers du sein chez toutes les Algériennes. Dihya Louise s'est engagée, Louise Aouzlek s'est engagée à le faire. Pour sa mémoire et pour l'histoire de la patrie Algérie. Nous le répétons aujourd'hui. Ça. Venons au drame des différents pouvoirs algériens qui se sont succédés, qui regardent l'amazirité vers le passé, au lieu de la regarder vers l'avenir immédiat, à moyen terme et à long terme. Que si Emmanuel Macron décide de déclencher, d'augmenter la violence armée du conflit entre l'Algérie, le Mali et le Niger, que diriez-vous à nos sœurs et frères Touareg qui vous diront que nous ne sommes pas des Arabes, que nous sommes des Amazirs? Que diriez-vous à nos frères et sœurs du Mzab? Que diriez-vous à nos sœurs et frères Chaoui? Que diriez-vous
à nos frères et sœurs du Titri, de l'Ouest algérien. La série de conflits qui s'est produite dans le monde à partir de 1990. Même si les enjeux réels sont des enjeux de puissance, leur détonateur a été identitaire. La focalisation sur la Kabylie, actuellement, est un danger extraordinaire qui va impacter le sud de l'Algérie, l'est de l'Algérie, l'ouest de l'Algérie. Vous, Abdelmajid Tebboune, et tous les généraux qui vous mettent la pression, en plus des ordres que vous recevez de l'étranger, êtes-vous conscient que c'est vous qui allez faire subir à l'Algérie le même sort que la Yougoslavie? Êtes-vous conscient que vous allez faire subir à l'Algérie le même sort que l'ancienne URSS, dont je parlerai après, dans le volet économique surtout? Êtes-vous conscient que vous allez poser un conflit plus terrible que le conflit irlandais? Allez-vous faire revivre à l'Algérie ce qu'a vécu l'Espagne et la Catalogne? Et en Afrique même maintenant. Regardez ce qui se passe au Soudan. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Regardez ce qui se passe dans les îles Comores, aux Seychelles. Il est temps que vous soyez conscient de la dimension de la majorité de l'Algérie. Donc, vous et vos conseillers, vous et les généraux de l'état-major de l'armée, seriez très avisés d'aborder cet aspect lucidement et sagement. Vous auriez compris qu'il y a des aspects que nous évitons d'aborder maintenant, parce que nous sommes convaincus que Macron et Emmanuel et certaines organisations américaines et anglaises vont les aborder. Quand ils les aborderont, nous saurons quoi leur dire. Maintenant, on va passer aux relations internationales. Diplomatie. Notre unique source d'information, ou presque source d'information omnibus, est YouTube, en plus. La presse algérienne, impossible à lire, parce qu'elle est vide. La presse française, elle est au pied de Macron à peine si nous jetons un coup d'œil sur les unes. Et ces derniers jours, c'est l'Algérie qui est attaquée, à travers vous, à travers l'état-major, à travers l'économie, à travers la corruption, etc. Par contre, la presse américaine va en profondeur. Les questions qu'elle soulève sont extrêmement explosives dans la mesure où l'Algérie doit basculer vers l'ouest et non vers l'est.
suivez mon doigt, vers l'adhésion de l'Algérie aux BRICS, voilà. Dans les relations internationales, comme nous l'avions dit auparavant dans une dernière intervention, la visite à Moscou est passée complètement à la trappe. Excepté vos déplacements vers certains pays arabes, qui sont terminés en queue de poisson, l'unique déplacement prévu est celui de la France, à l'étranger. C'est triste pour les relations internationales algériennes. Déléguer un ministre des Affaires étrangères pour assister au couronnement du nouveau roi du Royaume-Uni, oui, qui a été délégué à l'enterrement de l'ancien président de l'URSS, qui l'a éclaté en fédération de Russie plus des États indépendants, Gorbatchev, volontairement. Tout ce que nous avons fait au niveau international, en termes d'action, au niveau international, en faveur de notre patrie, l'Algérie, et en faveur de toute l'Afrique du Nord, et en faveur de toute l'Afrique, a eu des échos. Oh, il a produit ses échos, ses effets. La guerre que nous avons déclarée à Emmanuel Macron est là, à travers trois interventions. La détérioration des relations avec le Maroc et la Tunisie risque de nous entraîner en enfer. La partition de la Libye et du Mali risque de multiplier cet enfer par 10 pour l'Algérie. C'est bref en termes de relations internationales. Ce que nous venons de dire est très bref. L'État algérien doit cesser d'invoquer l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et son Conseil de sécurité. L'Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité, et nous l'avions dit auparavant dans le passé, risquent de subir le même sort que la SDN. Excepté le Fonds monétaire international qui se débat dans des considérations extrêmement complexes, au niveau mondial bien sûr, et la nomination d'un nouveau président pour la Banque mondiale. Il est difficile d'entendre parler de l'Organisation mondiale du commerce actuellement. Voilà, pour l'aspect international. Reste maintenant le dernier aspect. L'économie en Algérie. La connerie en elle-même déjà est une série de conneries. L'économie en elle-même est déjà une série de conneries. L'Algérie est excellente. Abdelmajid Tebboune, vous avez déclaré, vous avez ordonné l'augmentation des pensions de retraite de 5, 4 et 3% respectivement. Ce que vous venez de faire est un crime contre l'Algérie, contre la nation algérienne. Parce que d'abord, vous avez augmenté les inégalités. Quand vous augmentez de 5% un salaire maximal
de 20 000 dinars, c'est 1000 dinars. Et quand vous augmentez de 3% une pension de retraite de 600 000 dinars, hein. Ceux qui touchent 60 millions de centimes de pension de retraite, s'ils existent. Vous nous diriez que nous avons exagéré, qu'il n'existe aucun salaire supérieur à 60 millions à 600 000 dinars en Algérie. Soit 300 000 dinars. Combien? C'est beaucoup là. Augmenter de 3% une pension de retraite de 300 000 dinars ou de 200 000 dinars, comparé à 5% d'un salaire maximal de 20 000 dinars, vous n'avez qu'augmenter les inégalités et l'injustice en Algérie. Ah. Non seulement vous avez augmenté les inégalités et l'injustice en Algérie, mais vous avez ordonné l'augmentation de l'inflation. Les commerçants ne sont pas des idiots. Ils capteront dès à présent votre annonce. Donc, en augmentant de 5, 4 et 3% les pensions de retraite, vous risquez d'aggraver encore l'inflation. C'est-à-dire, vous baissez les salaires réels. Nous pouvons faire une série de conséquences désastreuses de vos séries de décisions de ce type. Alors que, au lieu de cette augmentation des salaires, c'est juste un point basique, 2 éléments basiques. Vous avez décidé d'augmenter le nombre de structures de santé de première ligne, de créer des équipes de travail de nuit dans les entreprises du secteur productif, tels que les vêtements, tels que la chaussure, tels que les bicyclettes. Si vous avez décidé d'augmenter la maintenance des trains, le chemin de fer, maintenant, la réparation des trains, et de relancer la production des autobus par la Sonacom, les mettre à la disposition des populations rurales surtout, de l'intérieur du pays. Faisons cet effort économique vers les secteurs productifs. Vous auriez augmenté les salaires réels en réduisant par exemple les tarifs. On offre les tarifs de transport ferroviaire. Mais vous nous diriez peut-être qu'ils dépendent de France. Okay. En parlant des transports, nous devons, à titre personnel, chercher cette intelligence pour créer du transport marchandises entre Alger et Nouakchott, par voie maritime. Nous devons la chercher. L'Algérie qui exporte 85%, 95% de ses ressources naturelles, gaz et pétrole vers l'Europe, ce qui reste l'exporte un peu partout à gauche et à droite, y compris au Canada, etc. Comme l'eau, comme les dattes, comme le tabac, trafic, c'est de la contrebande. Okay? Nous devons l'intelligence.
Mais cette intelligence nous est facile. C'est le fameux Hub and Spoke System. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Ouvrir des banques dans les pays africains. C'est une autre intelligence qui nous fait défaut. C'est une autre intelligence. Mais par contre, nous affirmons que votre incapacité, impuissance, comme c'est le cas de la Tunisie, comme c'est le cas du Maroc, à aller vers un taux de régime, taux de change, un régime de taux de change fixe, comme la Chine. Ok. D'aller vers la surévaluation de la monnaie algérienne, pour la mettre au même titre que le dinar tunisien et le dirham marocain. Oui, vous avez préféré aller vers le franc CFA, une monnaie fiduciaire, une monnaie génocidaire. Pour ça, c'est un autre front que nous avons déjà ouvert avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, que nous allons continuer à entretenir. C'est un front que nous avons ouvert. D'ailleurs, c'est un front qui a poussé le four crématoire, la chambre à gaz, le Gourbi, qui est la Banque d'Algérie, à produire des données sur 20 ans. C'est la conséquence de notre action au FMI, auprès du FMI et de la Banque mondiale. Nous avons travaillé sur les données algériennes sur 20 ans, sur 40 ans, de 1980 jusqu'à 2020. Ce document que nous avons déposé au FMI et à la Banque mondiale à Washington il y a déjà une année. C'est le point économique. Donc, en restant dans la connerie économique. Est-ce que c'est l'été qui s'annonce? Pour nos compatriotes qui résident en Europe, les déplacements vers l'Algérie sont plus faciles. Plus faciles. Donc, des crises, des bagarres, de la violence, du copinage, du piston, de la contrebande vont s'exercer sur les agences d'Air Algérie, en France surtout. Alors que le problème fondamental, essentiel, le noyau, c'est le système de réservation utilisé par Air Algérie, qui est localisé en France. Donc, les Français imposent leur loi sur les réservations en Algérie. Okay? À notre connaissance, si le système a gardé toujours le même nom, il s'agit du système Archimède. Et il a été prévu pour qu'il soit remplacé durant les années 90 par un système typiquement algérien qui s'appelle Casbah. En parlant de système Casbah, il y a un système de réservation électronique, c'est-à-dire par réseau, Internet, typiquement algérien. Vous comprendrez que nous parlons du NRI, de Network Readiness Index, c'est-à-dire l'état de la pénétration de l'utilisation des technologies numériques en Algérie, qui doit s'appliquer, ce constat doit s'appliquer aux banques, etc. Donc, les réservations sur Air Algérie connaîtront de sérieuses perturbations, de problèmes sérieux seront vécus par la communauté algérienne établie essentiellement en Europe et en France en particulier. Voilà. Maintenant, avant de terminer, ce sont les ressources naturelles. Nous sommes en 2023. Des Algériennes et des Algériens, filles et garçons, sont nés ce jour même. Le 8 mai 2023, des Algériennes et des Algériens sont nés. Probablement que des enfants venus des pays voisins
avec leurs parents, veulent s'installer définitivement en Algérie. Nous sommes en 2023. À supposer que certains d'entre eux termineront leurs études dans 25 ans. Dans 25 ans, certains de ces enfants seront diplômés. Seront en 2048. Quel est le stock de ressources naturelles économiquement exploitables qui seront disponibles pour ces futures générations? Dans 25 ans. 2023 plus 25 ans, ça va faire 2048. 2048, 2049, 2050. Sans oublier la nécessaire, l'indispensable augmentation de la population algérienne. Quelles sont les ressources qu'exploiteront-ils comme ressources naturelles? Quelle eau vont-ils boire? Quel blé, quelle quantité de blé vont-ils les nourrir? Bien, allez-vous donner ça aux pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, Qatar, etc., pour éviter la dislocation de l'Algérie à cause de la démographie qui est nécessaire à augmenter. Et de la déplétion des ressources naturelles. Il est nécessaire de déplacer la capitale vers le centre de l'Algérie, vers le Tanzoloft. Monsieur Abdelmajid Tebboune, l'Algérie est notre patrie. Nous avons des doutes sur vos capacités, des doutes sérieux sur vos capacités à la sauver de l'explosion. Vous l'avez mise dans une convexité terrifiante. Vous et l'état-major de l'armée l'avez mise dans une convexité terrifiante. En répétant nos supplications pour nos sœurs et frères d'Algérie de demeurer pacifiques, de résister, d'être solidaires avec les soldats de l'armée. Nous répétons nos supplications pour nos compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques, de résister aux souffrances et d'être solidaires avec les soldats de l'armée. L'élection présidentielle qui a été imposée et dont vous avez commencé la campagne électorale risque d'aboutir à des résultats imposés, lesquels résultats imposés conduiront l'Algérie à un état de siège ou à un état d'urgence. Et il est très facile d'en sortir. Évitez de remuer cette histoire d'islamisme en Algérie. Évitez, nous vous rappelons qu'avant le massacre fasciste des années 90, la première attaque islamiste a été l'agence de la Banque nationale d'Algérie à Boufarik, dans la région de Blida, qui a été conduite par un groupe d'islamistes de l'époque. C'était un 1er novembre 1985. À l'époque, nous étions militaires à l'école de formation des officiers de réserve de Blida, dirigé à l'époque par le précédent conseil chef d'état-major de l'armée. Précédent.
Ce qui s'est passé en 1990, à partir de 1989, plus exactement. Renaissance en 1985. Et 1986, avec ce qui s'est passé dans la région de Lapa, de Ouad Blisliman. Évitez de jouer avec le feu de l'islamisme. À nos chers compatriotes, à nos chers frères et sœurs d'Algérie, la patrie Algérie vous mérite. Chères sœurs, chers frères d'Algérie, aimez l'Algérie comme elle vous a aimé. Merci à vous. À une autre fois.